tous et bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Le Cercle un peu littéraire. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma sœur Anissa. Bonjour. Alors, Anissa, bonjour. Bonjour. C'est pas comme si nous avions passé la journée ensemble. Du tout. Alors, Anissa, tu es maîtresse. Oui. Tu es maîtresse depuis combien de temps? Alors, professeur des écoles. Pardon, excusez-moi. S'il te plaît. Pardon. Appelons un chat un chat. D'accord. Là, ça fait ma 8e année. D'accord. 8e rentrée, là. 8e rentrée et toujours aussi contente. Oui. Super. Oui. J'adore ça. Et tu as quel niveau cette année? Alors, cette année, j'ai des CP, des petits CP. Des petits CP, mais c'est bien. Et au CP, en termes de lecture et d'écriture, j'imagine que c'est la première année où on apprend à lire et à écrire, non? Pour la plupart, c'est le début de tout ça. D'accord. Ouais, effectivement. Ok. Et bah, sachez aujourd'hui qu'on va aborder justement cette question de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture chez les plus petits. Donc voilà, mais d'abord on va commencer dans l'ordre et comme d'habitude par le profil lecteur. Et du coup Anissa, dis-nous tout, qu'est-ce que tu as fait avant d'être professeur des écoles, mais aussi quelle était ta relation avec la lecture? Alors moi, j'ai toujours adoré la lecture. Ouais. Depuis que je suis petite, j'ai toujours été abonnée soit à un magazine, soit à un livre. Ça pouvait être des Oui Oui, des Martine. Bon là je remonte longtemps en arrière, mais j'ai toujours eu des abonnements, j'adorais ça. Et après, comme tout le monde, quand on rentre à l'école, on a des lectures obligatoires qui arrivent progressivement. Ouais. Mais j'ai toujours aimé lire aussi de mon côté. Alors vers l'adolescence un peu moins, parce que du coup c'est là où tu commences à voir les grosses œuvres en fait qu'on t'impose à lire. Mm-hmm. Et du coup t'as plus trop le temps, et je trouve que ça coupe l'envie aussi. Ouais. D'aller découvrir des nouvelles choses, parce que bon, on te fait lire je sais pas moi, l'Iliade et l'Odyssée, quand t'as 12 ans c'est Oui. pas forcément super passionnant, mais t'es obligé de le faire. Mm-hmm. Donc voilà, donc j'ai eu on va dire une petite pause à l'adolescence, mais voilà, c'est revenu très rapidement. J'ai toujours été j'ai toujours eu des livres, toujours été en train de lire un livre, quoi. D'accord. Justement, c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé dans les anciens podcasts, la question des lectures imposées à l'école. Mm-hmm. Nous, on a détesté ça. Ça a été vraiment un moment super difficile, puisque déjà, ça nous coupait dans nos lectures perso aussi, comme tu disais. Et surtout, c'était pas... Je sais pas, on n'était vraiment pas attirés par le type de lecture qu'on nous imposait. Je sais pas, après, au niveau de votre génération, est-ce que c'était un ressenti qui était pareil? Bon, alors votre génération, j'ai pas 50 ans. 10 ans d'écart seulement. Oui, non, franchement, quand tu rentres en 6ème, t'as pas forcément envie de lire, comme je te disais, l'Odyssée de Homère. En plus, je pense que t'as pas forcément les clés pour comprendre, quand je dis comprendre, c'est vrai, apprécier. Oui. Apprécier la beauté de l'écriture mythologique ou autre, hein, mais je trouve qu'on allait trop vite dans des lectures compliquées, trop vite dans l'explication de textes, et alors que pour moi, en fait, l'adolescence, c'est un âge où il faut continuer à essayer de faire aimer la lecture. Mm-hmm. Voilà, au lieu de forcer à lire des chefs-d'œuvre, certes, mais je pense que ça peut être lu plus tard avec un autre œil un peu plus avisé. Après, moi personnellement, c'est les lectures du collège qui m'ont fait cet effet-là. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, à partir du lycée, je les ai trouvées beaucoup plus intéressantes, les lectures. Et même si elles étaient imposées, y en a qui me restent encore dans la tête. Et parfois, j'ai envie de les relire. Du genre, je me souviens au bac, j'avais dû lire un bouquin qui s'appelait Les liaisons dangereuses. Je pourrais pas te redire l'auteur, je sais que c'est un truc super connu en plus. Mais j'avais adoré le lire. Il y a des petites lectures comme ça quand même qui restent. Oui.
Voilà, mais c'était plus au lycée quand tu as aussi tout le contexte historique et que tu es capable de te rendre compte de tout ce qu'un livre a pu impliquer. Par exemple, moi, vraiment, mon livre préféré de tous les temps, et c'est depuis le lycée, c'est Madame Bovary D'accord. de Flaubert, tu vois. Et en fait, ça, c'était une lecture imposée. Mais en fait, d'avoir eu tout le contexte qui allait autour, ça m'a passionnée. Et franchement, je l'ai encore dans ma bibliothèque. Je l'ai même acheté dans une super belle édition, tu vois, même si je ne l'ai pas forcément relu. Mais voilà, il y a des lectures quand même qui m'ont marqué au lycée. Et en termes de lecture personnelle, t'étais plutôt dans quel genre de livre? Harry Potter. Ah, évidemment. Moi, je suis la génération Harry Potter. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, complètement. C'est arrivé au début des années 2000, ouais. Et ça a duré jusqu'au dernier tome. Hein. C'était Harry Potter à fond. Mais après, j'étais pas trop non plus sur la fantasy, tu vois. C'était vraiment juste Harry Potter et cet univers-là. Ok. Après, j'ai essayé de lire d'autres bouquins, voilà, un peu science-fiction ou fantasy, ou tu vois, un petit peu ces genres-là, et j'accroche pas du tout. Ok. C'est vraiment... Rowling, là, elle a fait une pépite. Non, c'est sûr. Voilà. Je tiens à dire que j'ai fait un épisode du Poids Littérature, pour ceux qui nous écoutent, justement sur comment le manuscrit d'Harry Potter a failli passer à la trappe. Donc si ça vous dit d'aller regarder, n'hésitez pas. Et pour revenir au podcast, du coup, ça c'était le côté lecteur. Mais est-ce que tu as déjà voulu ou tenté d'écrire un livre? Oui, ouais. À l'adolescence, j'y pensais. Mais après, tu sais pas tellement par où commencer, comment t'y prendre. Est-ce qu'il faut faire des schémas? Est-ce que t'as besoin de connaître la fin de l'histoire? Est-ce que t'y vas au feeling? Voilà. Donc oui, j'y ai déjà pensé, bien sûr. Il y a eu 2-3 tentatives qui ont échoué au bout de 2 pages sur Word. Et voilà, ouais, ça me trotte dans la tête. Je sais pas trop dans quel style, mais pourquoi pas un jour, ouais. Pourquoi pas, effectivement. Et en termes de parcours scolaire, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as fait pour devenir professeur des écoles? Alors, j'ai fait un bac littéraire. Je sais pas si ça existe encore, parce qu'avec les nouvelles réformes, je suis un peu perdue. Mais en gros, j'ai fait un bac littéraire. Ensuite, j'étais à la fac, à la Sorbonne. Donc j'ai fait 1 an à la Sorbonne et ensuite j'ai fait 3 ans de licence à la Sorbonne Nouvelle. Donc c'était une licence LLCE italien. Donc langue, littérature et civilisation étrangère. Principalement axée sur l'italien, il n'y avait pas d'autres langues, il n'y avait pas d'anglais ou quoi. Ok. Et à la suite de ça, j'ai fait mon master d'enseignement de l'italien. Voilà, donc accès enseignement à fond. Ok. Et pourquoi partir vers de l'italien spécifiquement? En fait, à la sortie du lycée, honnêtement, quand tu as fait un parcours littéraire, enfin déjà un parcours général, et en plus c'est un parcours littéraire, c'est un peu difficile en fait de savoir où tu vas. Bon, moi je trouve que j'étais pas assez mûre en plus à 18 ans pour me dire j'ai envie de faire ci ou ça. Et comme j'avais toujours été attirée par l'enseignement, je me suis dit bon, on va faire un truc qui nous mène vers ça. Ok. Voilà, puisque les voies sont quand même assez ouvertes. J'avais commencé l'italien au lycée, j'adorais, j'avais des super profs. Donc je me suis dit, allez, on se lance là-dedans, si ça va pas, on changera en cours de route. Et non, j'ai pas changé. Et voilà. Et t'as jamais l'enseignement, donc ça t'est venu au fur et à mesure, ou c'est quelque chose que tu voulais faire depuis toute petite? Alors non, c'était quelque chose que tu sais, depuis l'âge où on joue à la maîtresse, hein, moi j'adorais jouer à la maîtresse, faire mon petit chef, c'était trop bien. Mais non, oui, j'ai toujours été attirée par l'enseignement, pas forcément dans les mêmes branches. Il y a eu un moment donné où je voulais être enseignante spécialisée pour éventuellement les élèves handicapés. Ensuite, plutôt prof d'italien au collège-lycée. Ok. Et finalement, voilà, je suis professeure des écoles.
D'accord. Et du coup, pour devenir professeur des écoles, il a fallu que tu fasses un concours, que tu passes un concours plutôt. Et comment ça s'est déroulé? Est-ce que c'était dur? Et enfin, comment? Parce que moi j'entends plein de gens autour de moi me dire que c'est super dur. Autant le CAPES, parce que du coup c'est pas le CAPES, c'est autre chose pour Alors être professeur. j'ai tenté le CAPES. Ok. Voilà, mais je l'ai pas eu. Après, voilà, faut savoir que, disons qu'en termes de nombre de postes, c'est très compliqué le CAPES en italien, hein, je parle. Parce qu'il y a très peu de postes, puisqu'il y a très peu d'écoles où on enseigne l'italien. Ah d'accord. Donc, quand je te dis très peu, c'est-à-dire que moi, quand je l'ai passé, il y avait 65 postes en national. Ah oui, c'est pas Voilà, beaucoup. donc quand tu es face à d'autres candidats qui sont natifs italiens, qui ont toute la culture, qui parlent couramment, hein, pour le coup, même si je parlais couramment, mais pas comme un natif non plus. Bon, forcément, voilà, t'as un peu moins de chance, on va dire. Donc j'ai tenté le CAPES, puis après j'ai dit, bon, allez, on va essayer le... Donc l'autre concours, c'est le CRPE, pour devenir professeur des écoles. Et donc celui-ci, je l'ai passé une première fois. Alors à l'époque, j'étais assistante d'éducation. Alors assistante pédagogique, pour être plus précise. Dans un collège. Et donc je l'ai passé une première fois, je l'ai raté. Voilà, et puis je l'ai repassé l'année suivante. Et puis là, je l'ai obtenu parce que la première année, je l'avais pris aussi comme un test en me disant... faut que je vois où ça pêche, quelles sont mes lacunes, etc. Ouais. Et puis voilà, la deuxième a été la bonne. Bah, tant mieux. Ah oui. Et... Alors après, tu me demandais si c'est dur. Ouais. C'est un concours de toute façon, donc t'es quand même là pour être comparé à d'autres candidats. Faut quand même s'y préparer, t'es jugé. Et c'est comme un entretien d'embauche. C'est dur, oui et non, c'est-à-dire que oui, t'as quand même de la préparation, faut que tu révises. Je suis très très nulle en maths et t'es censé pouvoir enseigner les maths. On te demande en fait un niveau 3e en maths, pour ce concours-là. Sauf que je t'avoue que au bout d'un master, franchement les fonctions, tu t'en souviens pas, tu te souviens pas comment ça marche. Donc oui, il y a eu du travail, il faut connaître un petit peu les réglementations, les lois importantes sur l'école, comment on prépare des cours aussi, et c'est pas forcément évident en plus quand t'as pas fait le master qui va spécifiquement avec ce concours, parce que maintenant il y a un master qui va avec. Mais voilà, après c'est vrai que l'académie où je l'ai passé recrutait beaucoup, donc... on disait qu'en fait c'était l'académie où il était le plus facile. Après voilà, c'est pas qu'il est plus facile, c'est simplement qu'il y a plus de postes. Voilà. D'accord, ok. Et j'avais fait un autre épisode aussi avec Saba qui était prof contractuelle pendant 1 an et qui elle du coup est dans le master, tu sais, qui prépare justement le master MEF. Le master MEF, voilà. Et qui m'expliquait que malgré le fait qu'elle ait des cours, le fait d'avoir enseigné, c'est ce qui l'a vraiment mis dans le bain et vraiment appris à préparer des cours, etc. De toute façon, c'est un métier qui s'apprend sur le tas. Voilà, c'est ça. C'est pas dans des cours... Alors déjà, au niveau formation, c'est clair que... Je dirais pas que c'est vide, mais en fait, c'est jamais du pratico-pratique. On te donne... on va te donner des tips, on va te donner des pistes pour travailler, mais j'ai jamais eu un cours où on m'a dit, alors, quand tu veux préparer ta leçon, tu dois commencer par ça, ensuite tu fais ça, ensuite tu fais ça, ensuite tu fais ça. Pourtant, j'ai fait un master enseignement aussi. Ouais. Donc, c'est vrai que ça m'a un peu aidé d'avoir eu ça, mais voilà, de toute façon, voilà, tout ce qui est gestion de classe, etc., ça ne peut s'apprendre que sur le terrain. Ça, c'est clair. Et quand tu étais du coup assistante pédagogique / assistante d'éducation, ça t'a apporté des choses justement pour la suite? Oui, alors du coup je me sentais quand même à l'aise devant des élèves. Voilà, parce que
Je suis quand même pas très à l'aise à l'oral de base. Et oui, quand j'étais assistante pédagogique, c'est vrai que j'ai travaillé avec une personne qui me faisait énormément confiance, qui me laissait prendre des groupes pour les aider, pour travailler avec eux, qui me faisait préparer vraiment des cours et c'était super chouette. Et pour le coup, oui, ça aide à prendre confiance. Ouais. Après, c'était pas le même niveau, c'était pas le même âge non plus, voilà, la même tranche d'âge, donc pas les mêmes problématiques à gérer au cours de la leçon, mais ouais, bien sûr que ça aide. Oui. En plus, t'es tombée sur une personne qui, du coup, t'aidait, quoi, par rapport à tout ça. Complètement, ouais. Okay. Moi, quand j'ai été assistante pédagogique, c'était pas vraiment le cas. Et je me suis retrouvée avec des classes à 35. Je sais pas comment j'ai fait ça. Je suis même pas sûre que ce soit vraiment... Légal. Légal, ouais, c'est ça. Et moi, ça m'a complètement dégoûtée au final. Ah ouais. J'avais plus du tout envie de faire ça. Ouais, j'imagine. Et forcément, en plus, je me retrouvais, comme j'avais expliqué avant, j'avais 19 ans, je me retrouvais avec des élèves qui avaient parfois mon âge. C'était un peu compliqué. Donc voilà. Et ta première année d'enseignement, on dit généralement que c'est l'année la plus difficile parce qu'il faut préparer tous les cours et forcément, c'est aussi un peu sauter dans le grand bain. Comment s'est passée ta première année ? Oui, elle est difficile, bien sûr qu'elle est difficile. Mais je pense que la première année, n'importe où, c'est difficile. C'est sûr. C'est la première année où t'es tout seul. En fait, t'es pas vraiment tout seul, mais un petit peu quand même. Disons que t'es tout seul face à tes élèves. Après, moi, en fait, j'ai eu la chance de faire une validation d'acquis de mon ancien master. D'accord. Et du coup, j'ai pas eu besoin de refaire un mémoire et repasser le master parce que ça, ceux qui font ça, qui préparent en fait leur mémoire de master 2 tout en faisant leur année de stage, c'est dur. C'est hyper dur. C'est super dur, c'est énormément de boulot. Je sais même pas comment ils tiennent debout à la fin de la journée. Donc après, pour les stages, alors moi, quand j'étais stagiaire, on faisait 15 jours en classe, 15 jours à l'école. Et en fait, on était en binôme avec un autre stagiaire, tout simplement. Donc, fallait qu'on prépare ensemble et qu'on se répartisse le travail. Et voilà, chacun faisait... il me semble que c'était 15 jours. Ouais, je crois que c'était 15 jours. Et donc oui, cette année-là, elle est super dure parce que tu te lances, quoi. T'as rien de prêt. Alors, en plus, moi, j'ai été tombée en maternelle. Et honnêtement, quand j'ai appris que j'allais en maternelle, j'ai pleuré. Je voulais tout sauf de la maternelle. Et bien sûr, c'est ce que j'ai eu, dans ma grande chance. Donc, le début a été dur parce qu'en plus, moi, la maternelle, c'est un monde qui m'était inconnu. C'est-à-dire que je vais pas être en maternelle depuis l'âge de 4 ans, quoi. Ouais. Donc je savais pas ce que c'était une journée en maternelle, je savais pas ce qu'on y faisait, et t'as beau lire les programmes, honnêtement, tu te rends pas compte de ce que c'est, des enfants de 3 ans, c'est... Voilà, que... Moi j'ai appris ce que c'était un enfant de 3 ans quand j'ai eu mes enfants, quoi. Donc bon, voilà, c'était compliqué à gérer, et puis en plus t'es en binôme, il faut tout le temps faire les passations. Alors j'ai eu de la chance parce que ma binôme, voilà, elle était quand même sérieuse dans le travail, etc. Donc ça avançait, mais j'ai vu des binômes où ça marchait pas du tout, c'était très compliqué, il y en a qu'un qui faisait tout le travail. Ouais. Voilà. En plus de ça, donc déjà t'as le stress. C'est ta première année, il faut gérer les enfants, il faut qu'ils apprennent des choses. Et puis en plus, tu as des visites dans l'année régulièrement. Tu es visité par des maîtres formateurs. Donc tout ça, ça se fait dans la bienveillance, mais ça génère quand même un stress. Voilà. Et après, la deuxième année est pas forcément plus simple. Parce que c'est pas forcément un niveau que tu as déjà eu. D'accord. C'est pas forcément une école que tu connais, parce que voilà, il y a toute cette histoire aussi d'attribution des postes qui est très compliquée. Tu peux te retrouver à 2 heures de chez toi, ça leur posera pas de problème là-haut, quoi, c'est débrouille-toi. Bon, moi j'ai pas eu ce problème, mais voilà, c'est arrivé. Et puis t'es encore visité, normalement. La plupart du temps, tu es encore visité 2-3 fois dans l'année par des maîtres formateurs, mais voilà, c'est la première année où tu es vraiment seul
toute l'année, t'as plus de guide, t'as plus de cours, t'as plus d'aide et ben là il faut que ça roule quoi en fait. Faut que tes journées elles tournent, faut que tes élèves ils apprennent et il faut que toi tu gères quoi seul. Oui, c'est sûr. Parce que là du coup tu gères des classes de combien à peu près? Alors moi comme je suis en zone REP+, là cette année j'ai 14 élèves. D'accord. Et tu le ressens, c'est-à-dire c'est plus simple du coup que 30 élèves? Enfin, du coup, oui, j'imagine, mais est-ce que 14 c'est largement suffisant ou est-ce que pour un enseignant c'est peut-être mieux d'avoir encore moins? Alors moi je vais faire une comparaison. Quand je suis arrivée dans l'école où je suis actuellement, j'avais une classe de 22 élèves. C'était pas des CP, c'était des CE1. Bon, il n'y a qu'un an d'écart. Mais j'étais en binôme. Et là, pour le coup, c'était un binôme tout le temps. Ok. C'est-à-dire que comme c'est de l'arrêt plus, c'était ce qu'on appelle du dédoublé. Donc, on était deux maîtresses tout le temps dans la classe. Alors déjà, il y a plusieurs choses. Ça va faire 5 ans que je suis sur cette école. Non, ça fait 5 ans. Et honnêtement, il y a une énorme différence entre les élèves d'il y a 5 ans et les élèves de maintenant. Dans quel sens? Alors, sur le niveau scolaire, je te parle. Ok. C'est-à-dire que là, on coule. Ah ouais? On coule, on a beau avoir des classes plus petites, on coule. Et en fait, c'est un peu le piège de se dire, bah c'est bon, t'as 14 élèves, tu vas pas te plaindre. Certes, j'ai pas 30 élèves à gérer. Là-dessus, voilà, je m'opposerai pas à cette remarque. Mais comme t'as 14 élèves, comme t'as que 14 élèves, on te demande de fait de faire 14 travails en fait. Voilà. Donc 14 fois, un travail différent, on te demande de l'individualisation. Et c'est un travail énorme, c'est un travail monstre, et c'est pas gérable. Voilà. Il y a des moments où c'est pas gérable, donc c'est pas forcément plus simple à gérer. Et après j'ai oublié la fin de ta question. J'ai oublié la fin de ma propre question. Oui, on dirait le Grinch. Ok, et par rapport au niveau scolaire des enfants, ça pêche sur quoi en général? Bah en fait on a des élèves qui sont de moins en moins intéressés par l'école, tout simplement. Qui ont des difficultés de concentration aussi? Et qui ont beaucoup de difficultés de concentration. Ouais. Ok, ouais. On l'avait remarqué aussi, en tout cas depuis le... Après, je sais pas si c'est que depuis le Covid, mais en tout cas, quand je travaillais encore au lycée, post-Covid, ils n'arrivaient pas à rester concentrés. Même quand on leur parlait, des fois, ils regardaient ailleurs. Bah là, les CP, ouais, c'est la génération Covid. C'est compliqué, hein, franchement. Il faut tout le temps switcher d'activité. Par contre, voilà, dès que tu leur mets une vidéo, ils sont super à fond. Ouais. Hein. Mais en revanche, il n'y a aucune réflexion sur la vidéo. D'accord. Parce que, par exemple, voilà, je vais passer une vidéo et puis pour qu'après on en discute, tu vois, ils vont juste regarder, en fait. Ah, ok. Ils sont passifs. Ok. Voilà, c'est des élèves passifs, c'est des élèves qui sont, du coup, pas curieux, puisqu'ils sont pas actifs, ils n'ont pas une démarche de recherche, une démarche de compréhension, d'approfondissement. Alors, je dis pas tous, bien sûr, il y en a toujours qui ont ça, heureusement, mais la majorité, ils sont tous en réception. Ok. Uniquement. Et il y a aussi un gros problème, pardon, je te coupe. Non, vas-y. Un gros problème de niveau de langue, de vocabulaire. Ils ont un vocabulaire très pauvre. C'est-à-dire que nombre de mots connus, je pense que entre un enfant, on va dire lambda, et un enfant de ces zones-là, honnêtement, le nombre de mots connus, je sais pas, on doit être il doit manquer un tiers quand même du nombre de mots connus, quoi. Ok. Et justement, par rapport à tout ça, toi, comment t'arrives à placer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture? Parce que du coup, ça doit être aussi un peu compliqué. Alors, déjà, en ce qui concerne la lecture, il y a plusieurs
sous-domaines. C'est-à-dire que tu as la lecture qu'on appelle décodage. D'accord. Donc là, c'est juste savoir lire un mot. Ok. Il y a écrit lapin, je sais lire lapin. Et après, tu as la lecture compréhension. Mhm. Il est assis, voilà, tu comprends qu'on parle d'un garçon qui est assis, alors ça peut être sur un fauteuil, par terre, voilà. Donc tu as ces deux grandes dimensions-là dans la lecture. Et alors en grande section, il commence le décodage, la partie décodage, c'est-à-dire apprentissage des sons. Normalement, il commence aussi à lire des petites syllabes, voilà. Mhm. Et mais voilà, comme je te disais, la plupart des élèves, ils arrivent, ils ont de moins en moins ça. C'est pas parce qu'ils l'ont pas fait, hein. C'est parce que derrière, il y a rien. Voilà. Oui, d'accord. C'est vu en classe, c'est vu voilà, pendant, je sais pas, 30 minutes ou 1 heure dans la journée. Et puis après, une fois rentré à la maison, on est devant la télé et on fait rien d'autre, quoi. Et donc la deuxième dimension, ensuite, c'est la lecture-compréhension, qui vient un petit peu après, même si on essaie de la faire arriver assez rapidement. D'accord. Pour qu'ils puissent... en fait, il faut toujours le temps qu'on fasse le lien entre le décodage, la lecture-compréhension et la partie encodage, c'est-à-dire écriture. Parce que si je veux savoir encoder, je dois savoir décoder. Ouais. Si je veux être aidée pour décoder, il faut que j'encode. Ok. Ouais, c'est en écrivant que je vais apprendre à lire et en lisant que je vais apprendre à écrire. Ok, d'accord. Et donc en fait c'est tout ce jeu de... Enfin les deux de toute façon sont reliés. Tout le temps. Dans tout l'apprentissage. D'accord. Et tout ça, ça arrive à peu près à quel niveau ? Nous on commence dès le début de CP. Hein. Ok, d'accord. Dès qu'on attaque les sons, donc en général on a une méthode de lecture. Alors quand je dis méthode de lecture, c'est-à-dire un manuel. Un manuel de lecture. Et donc pour la partie phonologique, ça va être du travail son par son. Donc on va avoir que... Alors, ils sont censés l'avoir déjà vu, mais on le revoit, que le A, ça fait A, que le S, ça fait S, que le R, ça fait R. Et donc, voilà, il y a beaucoup de façons de l'amener. Après, il y a... Et ça, c'est la partie des sons, on va dire que c'est la base de tout. Et il y en a qui arrivent au CP qui ont besoin de revoir tout ça. Il y en a qui ont déjà acquis. On revoit quand même rapidement. Pour eux, c'est plus rapide, mais on revoit quand même. Et puis surtout, ça permet aussi de les mettre en confiance en début de CP. Okay. Parce que voilà, je sais que je sais lire. Je sais que je suis en train d'apprendre à lire. Et même un enfant qui est en difficulté, à partir du moment où il va lire ses premières syllabes, il va se sentir de plus en plus en confiance. Ouais. Et donc là, il va pouvoir se lancer. Parce qu'il y a aussi voilà, tout le côté affectif qui joue dans la lecture. Voilà, donc ça, c'est le manuel des sons. C'est la phonologie, ce qu'on appelle. Et en même temps, on travaille, on fait des dictées quotidiennes, même voilà, des dictées de lettres, tout simplement. Hein. Écrivez-moi la lettre qui fait le son A. D'accord. Voilà, c'est pour vérifier. Ok. Et à partir du moment où il commence à savoir bien lire, on s'entend, hein, tu utilises quoi comme outil ? Est-ce que tu utilises des petits textes qui sont tirés de livres ou est-ce que tu utilises des livres directement ? Comment ça se déroule ? Ouais, alors ça peut être des petits textes simples. Ouais. Ou des petits livres simples parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir des super collections complètement adaptées aux différents niveaux de lecture. Donc la plus connue, c'est la collection des Samy et Julie, avec niveau 1, niveau 2, niveau 3 pour le CP, ensuite niveau 1, niveau 2 en CE1, etc. Et en fait, c'est super parce que c'est totalement adaptable à tout moment de l'année. C'est-à-dire qu'un élève qui arrive en CP et qui est déjà bien lancé dans la lecture, dès le début de l'année, on peut lui donner un Samy et Julie niveau 1, il va s'en sortir. Et puis, celui qui est un peu plus timide ou qui a un peu plus de difficulté à se lancer, c'est pas grave, on lui donnera plutôt vers le mois de janvier. D'accord. Mais en fait, ce sont des livres qui sont hyper simples et vraiment adaptés à ce que peut lire un enfant.
C'est D'accord. des textes très courts. Et quand je dis simple, c'est au niveau des sons. Si tu veux, par exemple, Samy avale une salade. Tu vois, c'est des mots très simples. Il y a pas de digrammes comme les un, on, en. Voilà. T'as pas de son complexe encore. Et bien sûr, t'as pas des consonnes. T'as pas, par exemple, tu vas pas avoir le H muet, tu vois, au début d'année. Voilà. Des petites choses comme ça. Donc, moi, c'est vrai que j'adore les Samy et Julie pour ça. Mais après, il y a d'autres collections qui le font. Hein. Il y a aussi la collection Mes premières lectures de chez Larousse. Voilà, t'en as pas mal. Hein. Et donc, ça, en fait, moi, je les ai introduits plutôt après parce que pour moi, un enfant qui va lire ce genre de livre, il a déjà acquis de la fluidité quand même dans sa lecture. Parce que voilà, si tu demandes à un enfant de lire juste pour lire, il va prendre aucun plaisir. Il va se concentrer sur les efforts à faire pour décoder. Mais en plus, il va même pas comprendre ce qu'il lit. D'accord. Voilà, donc ça intervient un petit peu plus tard dans le processus d'apprentissage de la lecture. Et sinon, avant ça, on se concentre sur le manuel de lecture dans lequel on trouve des mots, des petits textes très courts. Et puis surtout, il faut introduire très très rapidement le côté compréhension. Ouais. Justement pour activer l'hormone du plaisir, quoi. Ah, c'est sûr. Voilà. Et dans l'organisation d'une journée à l'école, au niveau, tu disais que tu faisais des dictées quotidiennes. Tu fais aussi d'autres exercices quotidiens que la dictée? Alors, en CP, de toute façon, c'est très ritualisé l'emploi du temps. Ok. Le matin, c'est quelques rituels sur la date, etc. Et en général, on commence tout de suite par la phono, donc on lit tous ensemble. Alors là où c'est vrai que quand même je vois une différence, c'est que comme j'ai 14 élèves, et tous les matins, je les fais tous lire un par un. On prend ce temps-là, voilà. Et je sais que c'est pas fait dans toutes les écoles. Ça devrait, parce qu'un enfant qui apprend à lire, s'il lit un mot sur la page de lecture, c'est pas comme ça qu'il va apprendre à lire. En tout cas, c'est ma vision des choses. Donc pour moi, c'est un moment où on s'écoute, on s'aide, si jamais il y a une difficulté. Et puis, celui qui sait super bien lire, il se la raconte, quoi. Voilà, moi, je suis champion, je lis super vite. Et pour moi, c'est très important que tous les élèves lisent de tout, tous les jours. Donc, après ce travail sur le livre, on va faire des exercices, pour le coup, sur une feuille d'exercice, pur et dur. Mais ça permet aussi de fixer, les connaissances. Et puis, on va avoir un petit temps d'atelier où on va faire des jeux sur les sons, des petites fiches effaçables, etc. Ok. Voilà. Et au niveau des livres qu'ils ont à lire, en général, tu le donnes pour qu'ils le lisent à la maison ou c'est aussi un temps qui est en cours? Alors, le prêt à la maison, le problème, c'est que ça pourrait se faire, c'est à développer, faut être aussi face à des familles qui savent prendre soin d'un livre, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, ah d'accord, ok. Je pensais qu'ils le faisaient encore parce qu'ils le faisaient en tout cas quand on était... Oui, après ça dépend des écoles, mais en plus, il faut savoir que souvent dans les classes, c'est nos livres perso qu'on a achetés avec nos sous. C'est vrai? Voilà, donc... c'est vrai que parfois prêter, c'est pas qu'on veut pas prêter, mais on n'a pas trop envie de devoir racheter non plus, quoi. D'accord. Parce que ça peut arriver, que le petit frère il prenne un feutre, il fasse un dessin sur le livre, c'est un accident, ça arrive. Mais quand c'est acheté avec nos sous à nous, ça fait un peu mal au cœur. Et puis parfois c'est des livres que j'achète pour mes enfants aussi et j'ai pas forcément envie de les prêter. Donc je préfère que ce soit un temps plaisir en classe. Okay. Voilà, c'est un temps de lecture plaisir. Alors même si pour ceux qui sont un peu plus avancés en lecture, il y a des temps où eux ils vont travailler sur des textes, avec des exercices. Mais j'essaye toujours d'avoir ce petit temps dans la journée. Ça peut être 5-10 minutes, peu importe, où ils vont tous avoir le droit d'aller choisir un livre, d'essayer de lire, de regarder. Voilà, ce qu'on appelle lecture plaisir.
D'accord, ok. Du coup, ça m'a étonné ce que tu me dis. Parce que je pensais que c'était l'école qui vous fournissait Ah les bah, livres dans les classes. Ok, on d'accord. aimerait bien, mais non. La bibliothèque que j'ai en classe, je pense que il y a peut-être un tiers que j'ai récupéré à la bibliothèque de l'école, mais tu sais, c'est des exemplaires qui font partie de séries de Hmm, livres. Voilà, ok. donc j'en ai pris un pour ma classe, quoi. Sinon, le reste, non, c'est moi qui les achète en brocante ou voilà, grâce à la coopérative. D'accord. Alors, j'essaye voilà, d'acheter le plus possible avec la coopérative, mais. Et pour le coup, ce que j'achète avec la coopérative n'est pas à moi, Mhm. c'est à l'école. Mais non, les livres, ils sont à moi. Donc, du coup, s'ils sont à toi, tu connais à peu près le prix des livres pour enfants. Et ça fait gros débat en ce moment, c'est justement le prix des livres pour enfants. Alors un Samy et Julie, c'est 4,90 il me semble. Ou Oui, 4,50, je sais plus. mais c'est un petit format. Alors c'est un tout petit format, Ouais. ouais. Mm. Oui, ça a un coût. Oui, Ça a c'est un sûr. coût, mais après, moi je pense que c'est quelque chose où ça vaut le coup d'investir quand même, quoi. Oui, c'est sûr. Après, au-delà de les acheter pour justement pour Mm. l'école, aussi pour tes enfants, c'est la question de leur acheter des livres, mais au final, le prix a quasi doublé depuis plusieurs années. Après, oui, si tu me parles des albums, Oui, oui, etc., je te parle de ça, oui, surtout. ouais, c'est clair que franchement, l'album à 14 euros, Ouais, voilà, ouais, tu ouais. les achètes pas par 5, quoi. Non, c'est sûr. Après, il y a les bibliothèques aussi, hein, Ah, c'est sûr. qui sont bien fournies, qui sont gratuites, Mm. accessibles. Franchement, c'est dommage de se priver de ça, quoi. Et ils ont de plus en plus les derniers albums aussi. Hein. Ouais, et puis franchement, les bibliothécaires sont super sympas. Et puis maintenant, les bibliothèques, ça fonctionne en réseau. Donc, Ouais, tu peux faire réserver et faire venir dans ta bibliothèque. oui, Ah, mais oui, c'est clair que voilà, les albums, oui, c'est cher. oui, oui, c'est sûr. Et Mais du coup, pour la classe, voilà, je vais plutôt aller soit chez Emmaüs, soit en brocante, mm. sur Vinted aussi. Ok, Voilà. ouais, Des bonnes affaires parfois. Et, et puis voilà, quoi. ok. Et, et tes élèves, par rapport aux livres, quand tu leur dis justement qu'ils ont le droit d'aller chercher un livre, etc., t'as- ils sont plutôt contents en général d'avoir ce Oui, temps-là oui, aussi? oui. Oui, parce qu'en plus, moi, je, le, je leur présente la chose vraiment comme une récompense. C'est ok, t'as super bien travaillé ce matin. Allez, t'as le droit d'aller regarder le livre qui te fait plaisir dans la bibliothèque. Mhm. C'est ouais, ouais, carrément. Ok. Bon, bah, Alors justement, après, faut contrôler l'engouement, quoi, parce que sinon, ça devient un peu le bazar dans la bibliothèque. Et puis, mais ils adorent, ouais, ouais. et en général, ils aiment. Enfin, j'imagine que ça dépend aussi des enfants, mais ils ont un attrait pour une collection en particulière ou des histoires en particulier aussi, ou ça dépend vraiment des enfants? Alors, ça va dépendre des enfants. T'as les enfants qui sont déjà lecteurs, qui vont aller chercher les livres où c'est un peu plus difficile Mm. de lire et qui, du coup, vont aimer cette petite difficulté, se faire ce petit challenge à soi-même. Et puis, t'as les enfants qui n'ont pas encore assez confiance en eux pour se dire là je suis capable de lire un livre, et eux ils vont aller chercher plutôt les banques d'images, les livres avec des photos, par exemple Mhm. sur les animaux, voilà, où ils vont plus feuilleter et regarder les images. Bah, du coup, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur l'apprentissage de la lecture et Avec de plaisir. l'écriture. J'ai appris plein de choses. Et je voulais savoir, avant qu'on quitte, qu'on quitte nos chers auditeurs qui nous écoutent, quel est ton plus grand rêve? Ah, Hmm. mon plus grand rêve, tu ne m'avais pas préparé à Non, cette j'ai question. pas préparé à ça. Mon plus grand rêve. Ouais, ben, pour moi-même, tu veux dire, ou Ouais, ouais, pour toi-même. pour moi-même? La question était posée à toi, oui. C'est super dur. Ça, c'est une bonne question. Je t'ai posé une colle. Ah ouais, là, c'est une colle. Mon plus grand rêve. Fallait me dire avant. Fallait me dire avant-hier, ça. Franchement, mon plus grand rêve, c'est juste que mes enfants soient heureux. C'est un très beau rêve. Voilà. C'est un Je crois très beau rêve. que j'ai beau me dire que les enfants excellent à la lecture, que la paix dans le monde, oui, mais je pense que mes enfants
Oui, Le fait que mes enfants soient heureux, c'est plus important, ouais. Et bah écoute, c'est un très beau rêve. Et merci encore d'avoir participé à ce podcast, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir pris le temps. Et voilà. Merci à toi. Et bah merci beaucoup. Et bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'un autre podcast.